Eh bien écoutez, bien le bonjour à tous. Je ne me présente pas. Le fait même que vous ayez accès à ce podcast signifie que vous savez ce que je suis et que vous savez ce que c'est. Pour les tout nouveaux, dont je ne prendrai pas la peine de citer le nom parce que vous avez été trop nombreux et je vous en remercie récemment à vous inscrire. Nous avons dépassé le stade des 200 abonnés lors de l'anniversaire, ce qui est proprement inouï, inattendu, je vous en remercie, enfin, je vous félicite. Donc pour ceux, je disais, qui sont très nouveaux et qui s'étonnent de m'entendre dans un environnement extérieur, c'est le deal que j'ai passé avec vous il y a quelques mois. Je vous ai dit, voulez-vous plus de podcasts VIP, quitte à m'autoriser à les enregistrer lors de balades, ou voulez-vous moins de podcasts VIP, par contre ils sont dans le silence, etc. Bon. Donc nous avons passé ce deal, que j'en ferai plus, mais que vous devez accepter d'entendre un petit peu les mouettes et les scooters et les passants. Le podcast du jour, ça sera réservé, donc ça vous le savez, c'est la suite du fruit, de l'extrait sec de ce que j'ai tiré de l'enseignement de mon mentor Jean-Laurent Cochet. Deux raisons pour lesquelles je ne vous le livre qu'à vous. Premièrement, parce que ça fait partie de notre pacte que vous ayez des exclusivités par rapport aux membres gratuits. Et secondo, de toute façon, je pense qu'il faut quand même une bonne dose de, de dédication, on dirait en franglais. Et je ne suis pas sûr que le grand public qui ne m'écoute que pour des clashs ou pour des punchlines soit sensible à ce que je vais vous dire là. Donc voilà, je pense que de temps en temps il faut choisir la meilleure audience plutôt que la plus grosse, et même si j'en ai une grosse par ailleurs, pour ce type de contenu. Alors, je vous ai rapidement présenté dans une vidéo qui elle est publique, à laquelle je vous renvoie pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui était Jean-Laurent Cochet. C'était ce qu'on appelle un professeur d'interprétation plus que de théâtre. C'est-à-dire le théâtre était son fond culturel, sa passion, la mise en scène, etc. Mais plus qu'un cours de théâtre, c'était un cours d'art dramatique et d'interprétation. C'est-à-dire un cours sur ça transcendait, si vous voulez, la codification très stricte de ce que l'on fait sur une scène de théâtre, et 99% des enseignements me sont utiles bien en dehors. Je les ai résumés ultra synthétiquement, et donc évidemment j'en ai oublié, ce que je vous dis là sera un succès d'année incomplet, en 7 catégories que je vais maintenant vous lister dès que les cloches auront cessé. Le travail, la technique, l'écoute, la pensée, prendre les choses à son compte. C'est drôle, ça le fait à chaque fois, ça. Il suffit de s'enregistrer ou de se parler à l'extérieur pour se rendre compte des bruits environnants dont on ne se rend absolument pas compte quand on se balade simplement sans parler. On est toujours biaisé, tout est subjectif, tout est relatif. Il suffit de se concentrer à une tâche pour remarquer tout ce qui nous distrait de cette tâche. Je répète donc les 7 sous-chapitres de la vidéo du jour: le travail, la technique, l'écoute, la pensée, prendre les choses à son compte, l'assertivité et l'intelligence sensible. Alors la première chose que je dois à Monsieur Cochet, c'est que c'est le premier cours, c'est la première discipline dans laquelle je n'ai eu d'autre alternative que de travailler. Je m'explique. Je n'ai jamais voulu être comédien, je vous l'ai dit. Ça correspond à des arrière-plans sociaux qui ne sont pas les miens. Il faut être un bourgeois pour être comédien aujourd'hui. Ça n'était pas le cas il y a encore 30 ou 40 ans, parce qu'il existait ce qu'on appelait dans les capitales la bohème. Ce que décrit merveilleusement par exemple Lucchini, ou même et surtout plus que Lucchini, Édouard Baird. C'est-à-dire ces environnements où des gens prometteurs et distingués, c'est-à-dire qui se distinguent des autres, pouvaient, sur leur simple verbe, sur leur simple
tchatch, sur leur simple coefficient sympathie, sur leur simple attitude, entrer en contact et croiser la route de décideurs, de producteurs, de promoteurs, de casteurs et de gens qui allaient les mettre dans le grand bain et les prendre sous leur aile. C'est aujourd'hui quasi impossible et quand ça se produit, c'est généralement du Weinstein, c'est-à-dire en fait ça ne se produit qu'envers les femmes ou les gays pour les sauter, quoi. Ça c'est quelque chose que les plus de 40 ans ont connu générationnellement, c'est-à-dire il y a eu une époque où sur une simple bonne présentation, hein, quand on avait un petit peu d'allure, un petit peu d'élégance, qu'on présentait bien, il était possible de rentrer à peu près partout à Paris. Je me rappelle dans les années 2000 avec une jolie, avec ma copine, grande et jolie, et en étant un peu sapé, je n'étais rouflé de nulle part, à part une fois où j'étais avec un arabe, mais on pouvait aller au Matisse, avec les stars, etc. Aujourd'hui, c'est quasi impensable, c'est quasi impossible. Et donc ces rencontres n'existent plus ou sont très très peu probables et se sont transférées sur le web. C'est paradoxe. Les rencontres improbables se déroulent paradoxalement aujourd'hui sur le web. Bon. Donc, disais-je, pourquoi travail ? Certains d'entre vous auraient beau jeu de me répondre que j'ai fait des études relativement longues et relativement sélectives. Ingénieur, 3e cycle à Sciences Po, c'est pas tout à fait évident, ce ne sont pas des études simples. Oui, mais en fait, j'ai jamais bossé. C'est-à-dire que, à part vraiment dans les matières où je m'emmerdais et où j'ai tout appris par cœur, mais sinon globalement, l'intelligence m'a toujours permis de glandouiller en bossant le contrôle quelques semaines avant ou quelques jours avant et de m'en tirer avec une note raisonnable. Cochet m'a montré qu'il y a des disciplines où c'est impossible. Quelle que soit votre intelligence ou votre don, il vous démontrait par la pratique qu'il n'y aurait aucun raccourci et qu'il y en aurait pour des années. Et doué ou pas doué, ça ne raccourcit pas le chemin. Ça vous fera aller plus loin, cela vous rendra tout simplement plus performant, plus mémorable, plus tout ce que vous voulez. Mais il n'y a aucun raccourci à la performance et au résultat final dans les disciplines artistiques telles que travailler en profondeur, tel que je l'ai appris chez Cochet, et c'est presque, alors c'est démoralisant dans un premier temps, mais c'est très structurant de ne plus compter sur cette facilité qu'ont certains, dont je fais partie, à se dire, bon allez, j'en branle pas une, je me débrouillerai bien à la fin pour trouver la bonne personne, le bon contact, apprendre le bon truc, et finalement réussir à arriver à mes fins. C'est quelque chose de très structurant de ne plus raisonner comme ça. Alors, pour beaucoup qui sont laborieux et qui ne sont pas très malins, je sais que malheureusement c'est la majorité de la population, ça ne changera rien. Mais quand on est malin et qu'on a toujours travaillé à l'économie, c'est très structurant pour une fois que quelqu'un vous dise « tu ne t'en sortiras jamais à l'économie, ça ne tiendra pas ». Et tu seras cramé à la fois par les gens du métier et à la fois techniquement. Si tu n'as pas de technique, tu t'épuiseras physiquement en fait. Hein. Tu ne seras pas audible au fond de la salle, tu détimbreras, tu seras simplement... ton physique viendra à bout de toi, tout simplement. Donc le métier viendra à bout de toi. Donc la première chose, c'est la quantité de travail. C'est-à-dire de s'ancrer dans la tête que c'est aussi long qu'une formation supérieure à l'école, c'est-à-dire une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça, c'est 3 ans, c'est pas 1 an. Et bien là, c'est pareil. Hein, c'était entre 3 et 5 ans d'études de théâtre suivies tous les matins, plus ensuite évidemment la suite de l'enseignement, que quiconque d'intéressé par ce qu'il fait poursuit de lui-même tout au long de sa carrière et de sa vie. Donc voilà, première leçon, le travail, c'est ce que je vous dis de toute façon tout le temps, quand vous n'appelez pas en étude de cas, quand vous ne travaillez, quand vous ne prenez pas de notes pendant les séminaires, quand vous ne faites pas l'effort de formuler des questions, vous ne travaillez pas
et donc vous n'arrivez à rien. Mais la différence entre, enfin peut-être le point commun, la différence, je ne sais pas, entre Cochet et moi, c'est que moi je m'en fous en fait. Si vous n'arrivez à rien, si vous ne changez rien, ça m'est totalement égal. J'ai appris à ne plus le prendre à mon compte pour le coup. Donc je vous laisse ne pas m'appeler, ne pas formuler, ne pas travailler. Ça m'est relativement égal, c'est dommage pour vous. Mais sachez que ce que je vous demande, en l'occurrence reformuler, etc., ça n'est vraiment rien du tout par rapport à la quantité de travail d'un élève de Cochet. Alors, le deuxième résumé, hein, évidemment je trahis en simplifiant à l'extrême, c'est toujours beaucoup plus nuancé que ça, c'est la technique. La technique, c'est quoi? La technique, c'est ce qui permet la reproductibilité, hein, c'est ce qui différencie l'artisanat de l'industrie. L'artisan, c'est quelqu'un qui, comme un artiste, fait un peu ce qu'il veut, quand il veut, et puis si ça se vend, ça se vend, si ça se vend pas, ça se vend pas. Le problème, c'est qu'un comédien, un artiste, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qui est attendu de lui quand on le lui demande. Hein. C'est une grande citation de théâtre, ça très importante. Un comédien, c'est pas quelqu'un qui se sent de mentir quand il en a envie. C'est quelqu'un qui est capable de jouer le rôle qu'on lui demande, les jours où le théâtre le lui demande, à l'heure où on lui demande, qu'il ait faim, ou qu'il ait soif, ou qu'il ait froid, ou qu'il ait chaud. Bon. Donc, et pour ça, ça s'appelle la reproductibilité. Et la reproductibilité ne tient que sur la technique. Si vous n'avez pas de technique, vous êtes incapable de reproduire la même performance. Je parlais récemment de tango, puisque c'est mon hobby de l'année, avec une femme, une Russe d'ailleurs. Salut, oh putain, j'ai oublié son nom là. Qui c'est qui se tape une Russe en ce moment? Mince, Julien, Mister Julien B. Salut Julien. Et cette conne étant allée en Argentine, quand je lui parlais de tango, elle me disait que c'était une ambiance. Voilà, que ça flottait partout dans les rues, que c'était une façon qu'ont les gens de se regarder, etc. Mais tout ça, c'est de la connerie, parce que vous devriez comprendre, et n'importe qui de bon sens comprend, que quand on a une technique suffisante, quand on a 3, 4, 5 ans de technique dans une discipline ou dans un sport quelconque, que ce soit le surf, le tango, le wakeboard ou quoi que ce soit, bien entendu qu'après, il y a des gestes, des raccourcis, des signaux, des trucs qu'on peut se faire comprendre entre sportifs, entre danseurs, qui peuvent effectivement se contenter d'un regard. Mais ça ne se substitue évidemment pas à la technique. C'est simplement c'est le gain. C'est ce que vous gagnez à la fin. C'est la facilité, la capacité à ce que ça soit fluide, à ce que ça soit cool. Mais en rien, elle ne voulait entendre que pendant les 2 premières années de tango, on est globalement assez maladroit et incapable d'improviser quoi que ce soit. Et pour elle, c'était parce qu'on n'était pas... il fallait que j'aille en Argentine, soi-disant, là-bas, je le sentirais. C'est toujours cette opposition des crétins entre la sensation et la technique. Comme si, en travaillant techniquement, on oblitérait la sensation et en sentant, on se dispensait de la technique. Non, 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 non. C'est la technique qui, suffisamment maîtrisée, permet d'effacer la trace de l'effort et de se livrer à la sensation et à l'intuition. Mais sans technique, on n'est pas capable de reproduire ce qui est attendu de nous ou ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et donc sans technique, on est un incapable. Donc la technique oratoire, ça consistait en une série de règles comme faire son texte, la respiration, les préfinales, situation unique, note unique, reponctuer le texte, etc., etc. Bon, tout ça encore une fois, ça vous paraît abstrait. Ce n'est pas le lieu, ce podcast VIP n'est pas le lieu de le détailler. Simplement, c'est pour vous dire que oui, il y a une technique oratoire, que oui, il y a une technique dans la psychologie des sentiments ou la mécanique relationnelle, appelez comme vous voulez ce que je vous enseigne, et que il n'y a aucun substitut, aucun raccourci, et que la facilité, l'aisance, l'intuition, la vibe, le feeling, tout ça,
ce n'est pas antinomique ou antagoniste, ça ne vient pas contre ou se substituer à la technique, ça vient après quand on a suffisamment bossé les fondamentaux pour les oublier. Troisième enseignement de Cochet, enfin troisième catégorie dans laquelle je vais regrouper plusieurs enseignements de Cochet, l'écoute. C'était pourtant quelqu'un qui parlait énormément, mais j'imagine qu'il a dû beaucoup écouter étant plus jeune et qu'il jugeait que dans les cours ça n'était plus forcément nécessaire, peu importe. En tout cas, voilà, écoute et surécoute. L'écoute, c'est d'être capable de répéter, de reformuler ce que quelqu'un vient de nous dire, ce que souvent vous êtes incapable de faire quand on se parle au téléphone. Il suffit d'écouter les études de cas publiées. Quand je demande aux gens qu'est-ce que je viens de dire, déjà ils savent même pas le répéter. Et après la surécoute, c'est pas ce que je viens de dire, c'est ce qui est entre les lignes, Et ça, malheureusement, la plupart de mes chéris chérubins hétéro-binaires de base, même les moins lourds, hein, même les plus fins, vous n'en avez jamais aucune idée, vous ne remarquez jamais rien, vous ne remarquez pas les incohérences des gens, vous ne remarquez pas la posture corporelle des gens, vous ne remarquez pas le choix lexical des gens, vous mettez rien en... Ça ne vous intéresse pas, voilà, et ça ne vous intéresse pas, et donc, ça veut dire qu'il vous manque une info, il vous manque un contexte, il vous manque des arrière-plans. Quand vous pensez à quelqu'un, quand vous avez besoin de vous mettre à la place de quelqu'un, de le comprendre, de la comprendre, vu que vous n'avez rien écouté en profondeur, vous ne notez rien et puis vous dites n'importe quoi. Voilà, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. C'est toujours un peu déprimant. Mais la base, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est pas forcément l'écoute auditive. C'est l'écoute, c'est la lecture, c'est remarquer, c'est vous mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi, c'est étonnant, je ne l'aurais pas fait ainsi, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, ça vient à la suite de quoi. Voilà, c'est noter et tisser le fil, hein, faire le collier avec toutes les petites perles que la personne sème sur sa route. Derrière elle, ça fait partie de l'écoute. Donc en l'occurrence, dans l'art de l'interprétation, eh bien, ça allait être d'écouter activement son partenaire, ça allait être d'écouter... attendez un instant. Ça allait être d'écouter... d'écouter évidemment Cochet, ça allait être d'écouter les autres, ça allait être de capter chez ceux qui sont meilleurs que vous comment ils le font et d'être en capacité de le reproduire très très vite, plutôt que de considérer que quand ça n'est pas vous qui êtes sur scène, c'est inintéressant et d'attendre passivement que ce soit votre tour. C'est la capacité à ingérer tous ces micro-signaux faibles qui font au final la différence entre le moyen et l'excellent. Hein. C'est comme en son, vous savez que je suis un passionné de son, parce que la plupart des gens ne comprennent pas, et la raison d'ailleurs pour laquelle je ne leur fais jamais écouter mon son, parce que c'est toujours très peu gratifiant pour moi, c'est que quand je leur fais écouter un morceau, un concert, quelque chose, un disque, un streaming, peu importe chez moi, en fait vous n'écoutez que le son qui sort des instruments ou des platines si on écoute de l'électro, mais en réalité la différence entre un grand son et un petit son, enfin un son de merde, c'est pas tellement le son des instruments, si en partie, mais c'est également tout ce qui n'est pas les instruments, tout ce qui n'est pas les voix. C'est-à-dire le volume de la salle, l'air autour des instruments, l'écho, à quelle distance le son a été pris. Hein. On rappelle que plus on prend un son de loin, plus on recrée le tissu entre le son et son environnement. Hein. Si j'enregistre un saxophone, que je rentre le micro de force dans l'évent, dans le trou, quoi, je sais pas comment ça s'appelle, enfin vous voyez, dans l'embout dont sort le son, si je rentre le micro dedans et que je le colle, vous aurez le son du saxophone et ça impressionnera peut-être les novices. Si par contre je prends le son du saxophone à 3 ou 4 ou 5 mètres, eh bien j'aurai non seulement le son du saxophone, mais également le lien de ce son avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire est-ce qu'il se réverbère sur les murs, est-ce qu'il y a un plafond, est-ce qu'il n'y a pas de plafond, est-ce que le sol est en dur. Je sentirai tout ça, je sentirai le volume de la salle, j'entendrai si, je ne sais pas, il y a une climatisation allumée, voilà.
Donc, écoute et surécoute. J'écoute ce qu'on me dit, ça veut dire que je suis en capacité de le répéter et de le reformuler. Déjà, on va dire que les 2 tiers d'entre eux, allez, 1 tiers d'entre vous minimum en est incapable. Et ensuite, il y a la surécoute, c'est-à-dire au-delà d'être capable de reformuler ce qu'on m'a dit, il y a être capable de sentir dans quel état d'esprit est celui qui me le dit, de quoi sort-il, de quel type de période sort-il, en a-t-il ou en a-t-elle gros sur la patate, quelle est sa motivation à me le dire et à ce moment-là. Est-ce que c'est cohérent avec ses actions précédentes? Si c'est cohérent avec ses actions précédentes, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Ça ne vous intéresse pas, vous ne le faites pas, c'est dramatique. Après, en même temps, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser aux relations humaines, mais le problème, c'est que comme quasiment tout ce qui va vous arriver de bien ou de mal dans votre vie dépend de quelqu'un, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas s'y intéresser. Bah oui. Tout ce qui va vous arriver dans la vie dépend de quelqu'un, sinon ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi sinon? Si ça ne dépend pas de quelqu'un. Qui va décider de votre prochain job? C'est quelqu'un, c'est pas une machine ou un algorithme. Qui va décider de votre prochain appartement? C'est quelqu'un, c'est pas une machine ou un algorithme. Qui va décider de votre prochaine relation amoureuse? C'est quelqu'un, c'est pas une machine ou un algorithme, même si vous êtes sur Tinder. À la fin, c'est bien quelqu'un qui décide. Qui va décider de vous sauver quand vous aurez une tumeur au coude ou je sais pas quoi? C'est quelqu'un, c'est pas une machine qui va vous opérer. Enfin, tout dépend de quelqu'un. Donc ne pas vous intéresser au fonctionnement des gens me semble, bon, déjà à moi incroyable parce que moi ça m'intéresse, mais en plus c'est stupide et c'est contre-performant. Alors, catégorie suivante, je reprends ma petite liste. Ma petite liste. Pensez avant de parler. Oui, alors ça, c'est un secret, comment dire, c'est difficile à exprimer à quelqu'un qui n'a pas d'exemple. Alors, ça ne va pas concerner les taiseux, ça va plutôt concerner les bavards, et notamment les bavardes, parce que c'est plus les femmes qui sont bavardes. Quand vous commencez à vous expliquer, surtout si vous parlez de vous, la parole devient votre maître et vous perdez le contrôle de ce que vous dites, d'accord? Les phrases s'enchaînent, vous vous sentez par un besoin de cohérence obligé de lier les phrases les unes aux autres et au final, vous vous rendez compte que vous vous éloignez de votre sensation initiale ou de ce que vous auriez répondu froidement et en une phrase. Donc l'ordre, non pas naturel, mais l'ordre synthétique des choses, c'est que quand on me pose une question ou quand quand j'ai besoin de m'exprimer sur un sujet, d'abord je pense, penser ça ne veut pas dire penser qu'avec la tête, ça veut dire avoir la sensation physique, qu'est-ce que ça m'inspire, connecter sa pensée et sa sensation, penser ses sentiments comme dit Louis Jouvet. Si on n'a que la tête ou que le corps, mention spéciale à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, quand on n'a que l'un ou que l'autre, on fait les mauvais choix et on comprend rien. Donc il faut les deux. Ça s'appelle penser, c'est réunir les deux, aligner les deux. Mais une fois, je ne me mets pas à décrire, à expliquer, à détailler, à me justifier. Je ne commence pas mon discours tant que je n'ai pas rejoint la sensation. Si vous voulez un exemple, même si c'est un exemple caricatural et grossièrement exagéré, regardez les interviews de Lucchini, notamment pas forcément les récentes où il se caricature beaucoup trop, mais regardez ses entretiens, ses interviews qui datent de... il y a une dizaine d'années, c'était toujours le dernier à prendre la parole en plateau et il attendait de longues minutes avant de s'exprimer. Et même quand c'était son tour et qu'on le mettait devant le fait accompli et qu'il fallait qu'il réponde, il avait ces longues secondes où, un peu scolairement, parce qu'il ne s'était pas encore détaché du travail de cocher, il n'avait pas encore pris ça à son compte, il ne s'était pas encore... maintenant il se caricature un petit peu, ça devient presque trop, mais de façon légèrement exagérée, c'était ça. Je ne vous répondrai que quand, dans mon fort intérieur, j'aurai rejoint la certitude de ce que je pense. Ne commencez pas à vous justifier, à vous expliquer ou à détailler un raisonnement si vous ne savez pas où vous allez. D'accord? Parce que dès que vous commencez, votre esprit est trop occupé à faire des phrases cohérentes et cette préoccupation de phrases cohérentes prend la main
sur la direction et vous ne vous maîtrisez plus. Comme dit Cochet, la parole devient votre maître. Voilà. Donc, je répète, 1, on pense. Petit 1 bis, entre guillemets, cette pensée doit inclure votre sensation physique, d'accord? On ne pense jamais en se dissociant, en se fragmentant, en se partitionnant. On pense avec sa tête, on pense avec son ventre, hein, les papillons dans le ventre, et on pense avec son cœur. Hein. S'il manque un des trois, on fait des mauvais choix et on pense des conneries. Donc on pense, on laisse mijoter jusqu'à arriver à une réponse qui peut être oui, qui peut être non, qui peut être je te dirai oui si ou je te dirai non si, qui peut être ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, qui peut être je vois les choses ainsi ou je vois les choses telles que cela. Et quand on est arrivé à cette certitude, alors on formule son raisonnement, mais jamais en même temps. Sinon on bafouille, on se répète, on se contredit, on se parjure, et parfois on formule des avis qui sont totalement déconnectés finalement de nos préférences, voire même de ce qu'on pense. C'est notamment c'est le cas de beaucoup de femmes bavardes qui arrivent toujours à formuler des avis sur tout, mais finalement où rien n'est pensé, où rien n'est personnel. Ce ne sont que des répétitions de mots-clés par rapport à des situations qu'elles ont entendues, et à la fin elles ne savent même pas ce qu'elles pensent. Hein. Je ferai bientôt une interview croisée avec un psychothérapeute qui pense exactement comme moi et qui a beaucoup dans sa patientèle de femmes soi-disant victimes de violences et d'abus. Et quand il leur demande « mais qu'est-ce que vous pensez vraiment et qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Pour vous, elles n'en savent strictement rien, alors qu'en fait, ça fait des années qu'elles parlent, mais elles ne font que répéter des mots-clés. Hein. On pense avant de parler et on ne donne leur place aux mots que quand on est certain d'avoir formulé son avis intérieur et de l'avoir entendu raisonner, et qu'il résonne harmonieusement avec notre tête, notre cœur et notre ventre. Hein. Et forcez-vous de le faire les prochaines fois, vous allez voir que c'est pas évident du tout, parce que c'est contre-intuitif, et ça nous pousse à laisser notre interlocuteur baigner un petit peu dans un silence parfois un peu gênant pendant quelques secondes. Ça n'a rien d'évident ce que je viens de vous dire, mais c'est peut-être un des points clés et les plus profonds de son enseignement. Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 5, prendre les choses à son compte. Je l'ai placé après le numéro 4 dont on vient de parler parce que c'est la différence entre le laborieux et l'intelligent. Le laborieux n'est capable que de reproduire techniquement. L'intelligent est capable, et le laborieux s'arrêtera toujours à une contrainte, hein, c'est-à-dire c'est comme à l'école, c'est comme à la fac, le laborieux peut passer ses contrôles jusqu'à un certain niveau, et puis à un moment ça ne suffit plus parce que l'exercice diffère trop de ce qu'il a fait en cours, et là il plafonne, il n'y a plus personne. Bon, prendre les choses à son compte, ça veut dire je suis devant un enjeu. Que ce soit sur une scène où je dois dire un texte qui n'est pas le mien avec des mots que je n'emploie jamais dans la vie, que ce soit un entretien d'embauche où je dois montrer un pan de personnalité que fondamentalement j'ignore ou que j'ai pas du tout, ou qui ne me correspond pas simplement pour passer l'étape de ce gros con, cette grosse conne devant moi, j'ai besoin d'affecter ce type de personnalité. Que ce soit dans n'importe quelle situation sociale où vous devez de toute façon affecter quelque chose, prendre les choses à son compte, ça veut dire il est attendu de moi que je démontre ci, ça, ça. Il est attendu de moi que prenons par exemple un truc que j'ai fait récemment, j'ai ressenti le besoin de renforcer ce qu'on appelle en anglo-saxon mon core, c'est-à-dire mes abdos, parce que c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup travaillé pendant le confinement. Le problème, c'est que j'aime pas travailler allongé, j'aime pas faire du sport, j'aime pas forcer en position allongée, j'aime pas trop les planks, j'aime encore moins les crunchs. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends les choses à mon compte, je réfléchis, je me renseigne et je suis des programmes de ce qu'on appelle standing abs, c'est-à-dire des abdos debout. Et en fait, on peut faire quasiment ça me plaît beaucoup plus,
je le sens beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus, la posture me plaît beaucoup plus, du coup j'en fais beaucoup plus souvent et beaucoup plus volontiers, tous les jours en ce moment, et ça n'est plus du tout la contrainte de faire des crunchs le matin comme un connard allongé sur sa moquette qu'on n'a pas forcément repassé la veille, enfin qu'on n'a pas forcément aspiré la veille. Donc prendre les choses à son compte, ça veut dire s'acquitter de la tâche qui nous incombe, et non pas qu'il nous décombe comme dirait le brigadier je sais plus quoi, s'acquitter de la tâche qui nous incombe, tout en s'étant demandé avant, par rapport à ce que j'aime, par rapport à mes forces, par rapport à ce que j'aime pas, par rapport à mes faiblesses, par rapport à mes blessures, par rapport à mon vocabulaire, par rapport à mon timbre vocal, par rapport à ce que je suis capable de dire, de faire, comment je peux le prendre à mon compte pour le faire quand même, mais différemment. Voilà. Hein. En termes d'art de l'interprétation, ça veut dire ne pas essayer de réciter les mots de l'auteur avec un vague ton, une vague émotion de synthèse synthétique par-dessus. Ça c'est nul et ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, vous ne seriez pas écouté. C'est faire son texte. Comment je dirais moi-même, avec mes mots, ce que l'auteur est en train de dire, écouter sa propre inflexion et, entre guillemets, coller les mots de l'auteur par-dessus. Alors, il prenait toujours cet exemple... Je ne sais plus de quelle pièce de Racine c'était tiré, mais ça devait de mémoire dire quelque chose comme mais que me fait à moi cette Troie où je meurs, où j'expire, quelque chose comme ça. Et donc c'est un vers qui est très difficile à dire sans le jouer et sans y rajouter de l'émotion de synthèse. Et il nous disait, faites votre texte. Alors le texte, ça pouvait être, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Troie, moi, mais ça m'intéresse pas. En plus, je suis en train de crever, j'ai autre chose à faire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais que peut me faire? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais que peut me faire à moi cette Troie? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Troie? Mais que peut me faire à moi cette Troie? En plus, je suis en train de crever, où j'expire. Mais que peut me faire à moi cette Troie où j'expire? Et ça, vous n'êtes pas capable de... Bon, je suis pas bon, hein. Encore une fois... Comédien, c'est pas mon métier, ce que je viens de vous faire là est assez laborieux, mais vous n'êtes pas capable d'inventer une expression, une inflexion juste. Vous n'êtes capable que de la sentir, et pour la sentir, il faut avoir pris le texte à son compte et l'avoir fait sien, c'est-à-dire avoir changé les mots du texte par les siens. Prendre les choses à son compte. Avant-dernière catégorie de l'enseignement de Cochet, l'assertivité. Ça c'est peut-être quelque chose qui vous agace chez moi, mais enfin en même temps les autres en manquent tellement qu'il faut bien qu'il y en ait pour 12. L'assertivité, c'est être capable d'être sûr de ce que vous pensez sur un sujet et d'être capable de le démontrer. Comme disait Shakespeare, cité dans mon mémoire sur Cochet, l'avis Shakespeare disait, je ne vois pas pourquoi l'avis de quelqu'un qui sait devrait moins compter que l'avis de 500 ignorants qui ne savent rien, quelque chose comme ça. Donc et c'est quoi savoir? Savoir, c'est être assertif dans un sujet, être bon dans un sujet, c'est premièrement avoir du recul sur le sujet, c'est-à-dire savoir l'histoire du sujet. Hein, on ne peut pas être bon en politique si on ne connaît pas l'histoire de France. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte et au milieu de quelles contraintes et de quelles conventions les lois et les décrets en vigueur aujourd'hui ont été passés. Hein. Tout ce qui est en vigueur aujourd'hui, les lois en vigueur aujourd'hui, les lois de le fonctionnement de la Ve République, toute la loi, c'est la réponse à des enjeux, à des défis, à des guerres, à des problématiques passées. Si on ne sait pas dans quel contexte est née la Ve République, qui était pour sortir de la chienlit représentative de la Troisième et de la Quatrième, on ne comprend pas, on n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe. Donc il y a des gens qui, dans un secteur, débarquent comme des barbares et se croient dispensés de connaître l'histoire du secteur, et il y a des gens qui, au contraire, ont lu les livres et savent entre guillemets, d'où ils viennent. L'idée, c'est pas vaguement de pouvoir réciter comme un âne à l'école l'histoire de son secteur. L'idée, c'est d'être capable de comprendre que toute règle en vigueur, toute façon de faire, toute façon de raisonner a été à un moment ou à un autre le moyen de débloquer une situation, et laquelle? Pour comprendre, d'abord à ne pas la reproduire et pour savoir ce qu'on fait. Et quand on sait ça, quand on sait ce qu'on fait et quand on sait à quelle problématique
passé on répond, eh bien on est en droit d'émettre un avis qui vaut plus que l'avis des gens qui ignorent cet historique. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'assertivité. C'est ce que Shakespeare appelle le poids de l'avis de quelqu'un qui sait versus l'avis de 500 ignorants. Ou comme disait Alain le philosophe, pas Alain celui auquel vous pensez, dans cette pièce, il y a une personne qui sait, il y en a 40 qui ne savent pas. Donc vous fermez votre gueule et vous écoutez jusqu'à ce que j'ai fini. Et puis quand ce sera votre tour de parler, vous parlerez. Mais pour l'instant, vous ne savez rien, donc vous écoutez et vous vous taisez. Ça, c'est peut-être, dans notre société arbitrairement égalitariste, c'est peut-être la qualité la plus difficile à maintenir, car dès que vous serez assertif, on vous châtiera, indépendamment de ce que vous démontrez comme raisonnement, comme expérience, comme diplôme, comme quoi que ce soit. Il est interdit d'avoir un avis définitif, car CF conférence sur les barbares, ce qui est valorisé, c'est l'avis du juste milieu, hein, le relativisme moral, l'avis du juste milieu, celui qui est capable de transiter très très vite d'une expérience à l'autre, d'un avis à l'autre, tandis que l'avis de celui qui est assertif est un avis qui bloque le jeu fluide. Hein, bon bref, je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie au livre Les Barbares et à ma conférence sur les barbares pour éclaircir ce point, mais il est beaucoup plus valorisé d'être capable d'adopter très rapidement des positions fluides et changeantes et médianes que de rester corne de bouc, arc-buté sur une position, même quand on serait capable de la démontrer par le raisonnement, la logique, la syllogique, la culture, les faits, les sources et quoi que ce soit. Dernière qualité ou dernière catégorie de l'enseignement de Cochet, je l'ai déjà évoqué en tâtonnant, enfin je l'ai déjà caressé du bout des doigts dans les 6 précédentes. C'est pardonnez-moi, je suis dans une rue un peu passante, du coup ça me déconcentre. On va retourner dans une rue tranquille. C'est l'intelligence sensible. L'intelligence sensible étant paradoxalement ce qui est le moins, encore une fois, une des catégories les moins valorisées aujourd'hui, où finalement on ne parle que d'intelligence équivalente à compétence, hein, c'est-à-dire madame ou monsieur serait compétent parce qu'il aura un bac plus 5. Alors plus rarement on parle d'intelligence manuelle ou de compétences manuelles, et puis on ne parle quasiment jamais d'intelligence sensible. L'intelligence sensible, c'est l'ensemble de ce qui vous permet de comprendre ce qui se passe autour de vous, de comprendre les êtres, de comprendre les animaux, de comprendre les plantes, et de ne pas être une espèce de benet finalement. L'intelligence sensible, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? C'est l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes avec élégance. L'intelligence sensible, c'est la capacité à se forger un avis sur l'ensemble de ce qui vous entoure et à entrer en relation avec ce qui vous entoure. Voilà, entrer en relation avec ce qui vous entoure, chérir cette relation, la maintenir, être sensible au beau, remarquer le beau, remarquer le laid, voilà. C'est quelque chose qui est venu un peu couronner ce travail. Bon, écoutez, c'était pas forcément évident de parler de façon très très abstraite de quelque chose qui normalement se fait dans une salle autour d'un texte très précis. Donc vous y picorez, comme disait l'autre, ce que vous pourrez. Je vous rappelle les 7 catégories arbitraires dans lesquelles j'ai résumé l'enseignement, de façon certes très imparfaite. Le travail, la technique, l'écoute, la pensée, prendre les choses à son compte, l'assertivité, l'intelligence sensible. J'allais dire condiviser, je pense en italien. Partagez non, ne partagez pas la vidéo, mais putain, c'est chiant de penser en 2 langues, on trouve plus ces mots. Réagissez sur le Slack, d'accord. Posez-moi des questions. Souvenez-vous que poser des questions, ça fait partie du travail. Et essayez de prendre les choses à votre compte. Voilà les chatons, au mois prochain.